Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce qui se passe à la frontière depuis quelques semaines. Au Québec, le nombre de demandes d'asile en provenance des États-Unis a triplé depuis l'arrivée de Donald Trump. Et comme je vous le disais, en novembre dernier, c'est probablement juste le commencement, la pointe de l'iceberg d'un phénomène qui va être beaucoup plus grand et qui vise des millions de personnes. J'en ai parlé en novembre dernier pour dire qu'il faut surveiller ça. Et je réitère, là, le Québec est un endroit accueillant, respectueux, mais la crise du logement, l'impact sur les services et le recul du français n'est plus un débat au Québec. C'est un débat qu'on a mené qui était encore pas controversé, là, mais qui était encore un débat très vif il y a 3 ans. Mais maintenant, c'est évident qu'il y a un lien entre la capacité d'accueil et le logement, les services, le français. Et donc, je demande à la population de s'intéresser à la campagne fédérale au-delà de chacune des déclarations de Donald Trump. Parce que moi, ça fait bientôt 5 ans que je suis chef du Parti québécois et j'aurais consacré un temps fou à dénoncer les politiques de Justin Trudeau et plus particulièrement l'initiative du siècle qui vise à faire passer la population du Canada à 100 millions presque du jour au lendemain. Mark Carney est l'architecte des politiques de Justin Trudeau. Et si vous en voulez une preuve, il a pris le fondateur de l'initiative du siècle, Mark Wiseman, et il l'a nommé à nouveau son conseiller. C'est le même monde, la même équipe. Et c'est le gouvernement Trudeau qui, pendant près de 10 ans, a littéralement saboté la politique d'immigration du Québec, un système d'immigration qui fonctionnait très bien avant le sabotage par le gouvernement Trudeau. Donc, à la lumière de ce qui se passe à la frontière et chez nos voisins du Sud, lorsque le conseiller principal de Mark Carney, qui lui-même était conseiller de Justin Trudeau, dit « On va se rendre à 100 millions de personnes au Canada, même si les Québécois aboient », ce qui n'est pas sans faire passer à Johnny MacDonald et son mépris quand il traitait, il y a plusieurs décennies, siècles, les Québécois de chiens, là. Ce manque de respect-là, ce manque de mépris-là, il va falloir s'intéresser à la campagne et comprendre les conséquences potentielles dans le contexte actuel de l'élection d'un gouvernement Carney qui est en droite ligne avec le gouvernement Trudeau sur ces questions-là. Et sur la question des tarifs, que ce soit Poilievre ou Carney, je demande à la population de s'intéresser à ce qui s'en vient sur le bois d'œuvre. Parce qu'ils ont beau avoir des téléphones là, entre Trump et Carney, si la résultante, c'est qu'on se retrouve au Québec avec 34 de tarifs sur notre bois, bien, c'est que le premier ministre actuel n'est pas capable de défendre les intérêts du Québec. Donc, défendre l'économie canadienne comme si c'était une seule économie, c'est une façon de passer sous silence qu'en fait, les intérêts ne concordent pas, que l'Ontario, l'Alberta et le Québec n'ont pas les mêmes demandes. Et la question, c'est qui va être lancé sous l'autobus. Et l'histoire récente du Québec démontre qu'on est à risque. Donc, au-delà des déclarations et des tarifs, il se passe des choses dans cette campagne fédérale. Il se passe des choses à la frontière qui méritent notre attention. Sur ça, je vais prendre vos questions. Mais la semaine dernière, vous disiez que vous ne vouliez pas dire aux gens quoi voter, que vous ne vouliez pas vous mêler de l'élection. Ça commence à ressembler à une intervention, là, monsieur. J'interviens sur tout ce qui touche le premier ministre du Canada, comme je l'ai toujours fait. Je ne commente pas les annonces du jour et chacune des déclarations de chacun des partis. Mais lorsque ça touche le premier ministre actuel du Canada, j'ai la même politique et d'ailleurs, je fais les mêmes déclarations qu'à l'époque que c'était Justin Trudeau. Donc, c'est mon rôle à titre de chef du Parti québécois. Vous dites que les gens devraient plus suivre la campagne fédérale. Oui, c'est un appel à suivre la campagne. Le sous-texte, c'est pas de dire, bien, M. Carney est trop fort dans les sondages, ça m'inquiète, les Québécois devraient voter pour quelqu'un d'autre. Bien, ça, c'est à vous de décoder des sous-textes. Moi, le texte, c'est que les politiques du Parti libéral n'ont pas changé. Et à la lumière de l'actualité, c'est un sujet sur lequel je suis intervenu souvent, puis qu'idéalement, j'aimerais ne pas avoir à intervenir de la même manière. Parce que si vous pensez que Roxham, c'était du sabotage, ce qui s'en vient, compte tenu là, des millions de personnes qui sont en jeu avec les politiques de Donald Trump, ce qui s'en vient est peut-être encore beaucoup plus gros que ce qu'on a connu sur Roxham. Donc, les conservateurs et les néo-démocrates sont mieux? Politique d'immigration. Vous dénoncez la politique d'immigration du gouvernement libéral. Est-ce que la proposition du potentiel gouvernement conservateur de Pierre Poilievre est meilleure?
Ma proposition, c'est qu'il y a un seul parti qui est loyal envers les intérêts du Québec et qui l'a démontré sans arrêt, de manière constante, c'est le Bloc québécois. Et dans les circonstances... dit qu'il concéderait les droits... Et dans les circonstances, il ne faut pas être devin ni avoir une boule de cristal pour réaliser qu'on serait dans une bien meilleure posture avec un gouvernement minoritaire, peu importe lequel de ces trois partis-là, et un Bloc québécois qui a un pouvoir de négociation, parce que ce qu'on a vécu avec les libéraux de Trudeau, c'est du sabotage des intérêts du Québec et de politique qui était pourtant, qui fonctionnait bien. Notre politique d'immigration en termes de planification, elle est bonne au Québec, à la base. C'est le fédéral qui est venu... Vous invitez les gens à voter Bloc, vous invitez les gens à voter pour un gouvernement minoritaire. Dites-moi de voter pour ça sans me le dire. C'est un peu ça que vous êtes en train de faire. Là. En 2021, j'ai fait un appel à voter Bloc. Puis je vous ai dit il y a 3 semaines que ma réponse à la fin serait très, très probablement un appel à voter Bloc. Rien de nouveau. Donc, c'est ce que vous faites aujourd'hui? Non, ce que je dis aujourd'hui, c'est... Je comprends que la campagne est plate, là, à date, mais il va falloir s'intéresser parce que ce qu'on a vécu sous Trudeau, là, c'est peut-être de la petite bière avec ce qu'on pourrait vivre, dépendamment du choix qu'on s'apprête à faire. Je constate autour de moi qu'il y a peu d'intérêt pour la campagne fédérale mon sentiment de loyauté envers le Québec m'amène à penser qu'on devrait s'intéresser davantage à cette campagne-là. Vous expliquez que des souverainistes décident d'aller vers Carney. Même le chef du Bloc l'a affirmé. C'est ce qui se fait dire, c'est ce qu'on se fait dire dans la rue par des souverainistes, des nationalistes, qu'ils vont voter cette fois-ci pour Carney, que c'est ça le plus important. J'ai fait aucune démarche d'étude de l'électorat à l'échelle fédérale. On en a plein... Dans les sondages aussi, là, au Québec, le Bloc est à 25 23 Donc, je renvoie ces questions-là à la campagne fédérale. Là. Comme vous le savez, on a beaucoup de boulot à... minoritaire ne mettrait pas le Canada en position de faiblesse face à Trump dans la négociation, par exemple, pour des tarifs? Bien, c'est ça que j'essaie de vous dire. Trump, peu importe là, qui formera le gouvernement fédéral, puis que ce soit majoritaire ou minoritaire, ma compréhension, regardez les Européens, les autres pays, là, ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a beaucoup d'influence sur les politiques de Donald Trump, sauf des facteurs à l'interne, c'est-à-dire l'opinion publique, les marchés boursiers, les tribunaux, les États-Unis eux-mêmes. Mais ce que je crains, c'est que, comme c'est arrivé tellement souvent dans notre histoire, puis je comprends que notre plaque d'immatriculation est marquée « Je me souviens », mais des fois, je trouve qu'on oublie vite, là. Les intérêts du Québec, souvent, passent à la trappe quand ils rentrent en concurrence avec les intérêts de l'Ontario, de l'Ouest. Et avoir un gouvernement minoritaire où le Bloc a la balance du pouvoir, il me semble, nous donne une bien meilleure position pour protéger nos intérêts qu'un Mark Carney qui a des positions tellement alignées sur celles de Justin Trudeau. C'était son conseiller. Je dis juste aux gens, intéressez-vous, suivons les débats, même si à date, ça n'a pas soulevé les passions. Moi, je regarde la situation puis je me dis, on ferait mieux de s'intéresser. Des gens qui est exprimé sur la souveraineté du Canada, c'est justifié ou non? Bien, existentiel pour le Canada en ce moment. Premièrement, je trouve ça intéressant de voir ceux qui ont méprisé la démarche de souveraineté du Québec parler de souveraineté du Canada à tout vent. Évidemment que je suis d'accord avec le principe de souveraineté. On n'est jamais certain à 100 % de la souveraineté d'un pays. Et c'est pour ça qu'il faut le défendre, puis c'est pour ça qu'il faut gérer les frontières. Le problème avec l'administration Trudeau et le Parti libéral du Canada, c'est qu'on a passé 10 ans à avoir une armée qui n'est pas très bien entretenue, ou en tout cas où on ne fait pas ce qu'il faut pour être solide, mais surtout 10 ans à saboter la frontière. Puis après, on se surprend qu'on a des enjeux avec nos voisins américains. En passant à ce que j'avais dit sur la frontière et Donald Trump, j'avais parlé des Américains en faisant référence à Biden, en faisant référence à Obama, qui avait à peu près les mêmes commentaires sur le Canada. Donc, tout ce que je dis, c'est si la souveraineté est bonne pour Pitou, elle est bonne pour Minou. Puis c'est justement ce qu'on a négligé, les frontières et d'autres questions de souveraineté du côté du Parti libéral du Canada, la politique commerciale aussi, là, une diplomatie qui s'est détériorée. C'est le fun de montrer la couleur de ses bas à l'international, mais ce n'est pas nécessairement de la bonne diplomatie. Concernant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est 1,8 milliard de dollars de manque à gagner dans le volet infrastructure, on l'a vu, pour le budget 2025-2026. Christian Dubé dit qu'il veut aller de l'avant ou qu'il veut livrer quoi que ce soit. Vous dites que vous voulez, vous, en faire une affaire personnelle également. Oui. Comment pensez-vous qu'on peut livrer Maisonneuve-Rosemont avec 1,8 milliard
de manque à gagner en infrastructure. En priorisant correctement les projets d'infrastructure au Québec, les deux seuls critères qui devraient compter quand on se demande quel projet faire avancer puis lesquels mettre sur la glace, c'est le niveau de vétusté de l'installation et le besoin dans la population. Il n'y a pas un endroit où c'est plus vétuste et où les besoins sont plus criants que l'Est de Montréal et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas d'excuse, surtout que la CAQ l'a annoncé en tambour et trompette à plusieurs reprises. Il n'y a pas d'excuse. Et je ne lâcherai pas ce morceau-là parce que, l'ayant vu, je trouve ça archi dangereux. Et c'est un problème aussi de dignité des patients et de ce personnel qui donne tout pour une cause où est-ce qu'on les trahit. Ça ne passera pas. Regardez-moi, là, il va y avoir un hôpital. Êtes-vous allé à Drummondville? Oui. C'est ça non plus, c'était pas beau. Bien, c'est ça, vous dites, c'est le pire. Drummond, pas mal. Suivant nos deux critères là, dont je viens de vous parler, il serait classé très, très élevé également, mais clairement, il y a un problème de classement où est-ce que d'autres projets qui ne devraient pas être aussi élevés dans le classement passent pendant que... Pardon? Pensez-vous à la Gardeur? Bien là, je ne commencerai pas à faire un classement des 100... Mais autre problème, comment expliquez-vous qu'on soit passé de 100 milliards à 162 milliards dans le PQI? Qu'est-ce que ça dit sur le gouvernement quand il vous dit « on n'a jamais investi autant ». C'est pas qu'on a investi autant, c'est qu'on augmente sur la file d'attente le nombre de projets qui ne se fait pas. Et il va falloir obtenir des réponses. Pourquoi cette file d'attente augmente au moment où nos infrastructures en ont tant de besoins? Et ça, c'est encore, à nouveau, la gestion difficile à comprendre et très opaque de la CAQ. L'argent de Monopoly. C'est-à-dire que ça commence à ressembler à un stationnement de projets qui ne se feront jamais, à des fins de communication. Là, vous les voyez en chambre, là, ils nous sortent des beaux tableaux. Puis là, ils pensent que la population ne comprendra pas que ces tableaux-là, c'est de l'argent de projets qui n'ont pas eu lieu, puis qui n'auront pas lieu. La population est intelligente, puis elle ne se laissera pas berner par ces affaires-là. C'est devenu le stationnement des projets qui ne se font pas, et la CAQ a l'entière responsabilité, après 8 ans, de ne pas avoir livré la marchandise. Y a-t-il des risques pour la cote de crédit évoquée par le ministre des Finances? Bien, c'est ça. C'est un vrai risque. Oui, mais ce qu'il laissait entendre, c'est qu'en allant de l'avant avec des gros projets de plus, comme HMR, on risquait d'avoir une décote, là. Donc, est-ce qu'il faut aller de l'avant avec HMR au risque, si je suis son raisonnement, au risque d'avoir une décote? Il faut faire le lien entre les décisions de la CAQ et la situation actuelle. La CAQ a décidé d'accélérer les projets après la pandémie alors que la reprise économique était déjà vigoureuse. Ça a eu l'impact d'augmenter les prix de chaque projet. Ça coûte beaucoup plus cher en ce moment construire au Québec que de construire ailleurs en Amérique du Nord. La CAQ également a décidé de faire plusieurs annonces, de remplir le PQI de projets et a démontré un gaspillage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ce n'est pas juste ça clique. Là. On pourrait se parler de Santé Québec ce matin parce qu'on voit d'autres procédés douteux là, pour déterminer qui a le contrat. Vous connaissez... regardez juste le garage Newton ici, là, à Québec. On l'a annoncé, on a mal fait le travail. On va perdre 92 ou 94 millions de dollars parce que finalement, on tire la plug sur un projet qui est déjà annoncé puis qui est déjà en cours. Les études sur le troisième lien, les études sur le tramway, les études sur le REM de l'Est, toutes les affaires de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où est-ce qu'on essayait de rénover une croix qui n'est pas rénovable. On a lancé notre argent par les fenêtres dans tellement de projets et en raison de cette mauvaise gestion, on se retrouve dans le dilemme dont vous venez de parler. Et vous comprenez que nous, on n'acceptera jamais que des patients au Québec, on est quand même une société riche, là, voient leur vie et leur santé, leur sécurité en danger par des installations tellement vétustes que c'est choquant pour quiconque prend le temps de... La démarche... M. Jolin Barrette, là. Est-ce que vous l'appuyez dans cette démarche-là pour la nomination des juges, les négociations fédérales? Tu veux le prendre? Ça, c'est derrière des intentions louables. C'est encore une entourloupe pour dévier l'attention du centre de la question, c'est-à-dire que dans le projet nationaliste de la CAQ, il n'y a rien qui fonctionne. Va être proposé. Est-ce que vous allez l'appuyer ou pas? C'est encore un coup de communication du gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui détourne du centre de l'attention, c'est-à-dire que le Québec a besoin de tous les pouvoirs, y compris en matière de justice. Le fait que ce soit le fédéral qui nomme les juges de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, le ministre là-dessus a raison. Il y a plein d'autres endroits dans le monde où les provinces ou les territoires participent à la nomination des juges. Mais ici, ce que le gouvernement de la CAQ demande, notez bien,
C'est pas de dire nous allons avoir le pouvoir de nommer. Ça va être nous proposons d'envoyer une liste de propositions pour que le fédéral continue à nommer. Donc, on est complètement à côté de l'essentiel de ces questions. Vous allez vous opposer. C'est parce que la CAQ nous a dit qu'on obtiendrait les pleins pouvoirs en immigration, qu'on obtiendrait 6 milliards en santé. Je ne ferai pas toute la liste, là. À chaque fois, ils font beaucoup de bruit, puis ça ne fonctionne pas parce que c'est le pouvoir discrétionnaire du fédéral. Si vous voulez une réponse à votre question, là, allez demander à Mark Carney aujourd'hui ou demain s'il va dire oui à cette affaire-là. Puis la question, bien c'est ça. Dans quel cas, on n'aura pas le temps de se prononcer parce que Mark Carney va déjà avoir dit non. C'est aussi simple que ça. À votre connaissance, on peut-tu arrêter ça, le projet de tramway sans pénalité? Bon, il y a toutes sortes de... Il y a des ententes qui ont été signées et dans une entente de construction d'une telle infrastructure, c'est normal les clauses de pénalité s'il y a un arrêt des travaux. Tous les contrats ont ça. Donc là, en l'occurrence, je ne l'ai pas vu, ce contrat-là, puis je ne l'ai pas vu, la clause, mais c'est la normalité. Vous savez que j'ai fait ça dans ma vie avant, puis quand tu as un projet d'infrastructure, bien, ceux qui opèrent, puis ceux qui ont la charge de construire disent, bien écoute, si jamais, pour des raisons politiques, des raisons mal avisées, tu me dis en plein milieu que j'arrête, j'ai engagé des coûts, j'ai embauché, je me suis mis en route pour que ça se réalise, puis là, tu l'arrêtes en plein milieu. Ce qui démontre qu'encore aujourd'hui, qu'il y ait de telles discussions sur ce projet structurant, qui est un des plus analysés, sur lequel il y a le plus grand nombre d'études qui démontrent que c'est nécessaire, qu'on en a besoin comme capitale nationale du Québec, qu'on soit encore en train de discuter de ce projet de loi-là. Qui a lancé cette mode-là? Qui a lancé cette habitude-là? Le gouvernement de la CAQ qui l'a utilisé comme un hochet électoraliste plutôt que l'utiliser dans l'intérêt public. Je le répète, ce n'est pas seulement nous, ce n'est pas seulement les partis d'opposition qui le disons, c'est un rapport qui a analysé la gestion du gouvernement de la CAQ, rapport de HEC 2024, mars 2024, qui dit le projet structurant Québec, le projet de tramway, le projet de REM, ce sont des exemples de mauvaise gestion et d'ingérence politique qui coûtent très cher aux Québécois. Le Sam Hamad à la mairie de Québec serait une bonne ou une mauvaise nouvelle pour votre circonscription? Excusez-moi. L'arrivée d'un Sam Hamad dans la capitale nationale. Pour votre circonscription, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bien, vous comprenez que la dernière chose que je vais faire, c'est de me mêler des élections à Québec. Nous on va... Attendez. Non, mais attendez. Nous allons travailler avec la personne que les gens de Québec vont élire à la mairie de Québec, comme nous l'avons toujours fait. Nous allons être respectueux de l'autonomie de la ville et des municipalités, comme nous l'avons toujours dit. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'enjeux de fond sur lesquels nous avons des positions bien connues, bien sûr qu'on va continuer à affirmer notre point de vue dans l'intérêt des gens de la capitale nationale, mais en ce qui concerne la position du Québec, et là, vous avez vu que tout de suite, je me suis concentré à la posture du gouvernement de la CAQ, qui est celui qui nous a menés dans ce débat qu'on a encore aujourd'hui, après tant d'années. C'est le gouvernement de la CAQ qui a retourné sa veste à tant de reprises. Troisième élection municipale sur le même sujet, là. Ça dit quoi de la vitalité de la Ville de Québec? Est-ce que ça va vraiment mal? C'est juste ça le sujet? Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière par Polaise et Fortin qui montre que la Ville de Québec, que la capitale nationale, a été un véritable tigre économique à l'échelle canadienne dans les 25 dernières années. Et que là, soudainement, il y a de l'incertitude. Bien, moi, je suis en lien avec les gens d'affaires de Québec, avec les organismes communautaires, avec toute la communauté à Québec, et tout le monde dit la même chose. C'est qu'il y a un projet locomotive que tout le monde attend depuis toujours, c'est le projet de tramway, le projet de transport collectif structurant. Et la Coalition Avenir Québec, le gouvernement de la CAQ, a joué avec dans ses intérêts électoralistes plutôt que de veiller aux intérêts économiques et sociaux de la capitale nationale. Ça a des coûts et c'est ça le problème. Peut-être une dernière question sur le dossier santé numérique. Vous l'avez brièvement effleuré tout à l'heure, mais qu'est-ce qui devrait être fait? Est-ce qu'il devrait avoir des vérifications dans ce dossier-là, dans ce contrat-là? C'est compliqué, là, de ce que je comprends. Il y a des dépassements de coûts très importants à Santé Québec qui ont été un peu éclipsés par SACLIC, là, mais quand on parle de 290 millions, là, pensez aux Kings à 7 millions, là, c'est beaucoup d'argent. Là-dedans, il y a plusieurs projets. Il y a un projet qui porte sur les ressources humaines puis le système de paye. Il y a un autre projet d'informatisation. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts relativement similaires à SACLIC, c'est-à-dire que la personne qui organise le concours, l'appel d'offres, finalement gagne le contrat. Mais ce n'est pas clair c'est lequel des projets qui est affecté.
Mais donc, on va faire des démarches. On s'attend à ce que les journalistes aussi continuent à creuser, mais ça se peut que tout ça débouche sur une enquête de l'AMP. Parce que c'est pas normal, comme dans SACLIC, que la personne qui organise le concours, qui se veut neutre et concurrentiel, finisse par avoir le contrat. Puis magie, on se retrouve avec un dépassement de coûts sur un projet de 1,5 milliard là, qui n'a pas fonctionné. Donc, il va falloir que quelqu'un... là, il y a une commission sur SACLIC, mais sur Santé Québec, on parle quand même de 290 millions de mémoire. C'est beaucoup d'argent, là. Comparer ça à n'importe quel autre dossier, c'est énorme. Donc, on va faire le suivi quand on aura un peu plus d'informations, mais ça ressemble étrangement à SACLIC. Did you see Romain Chouet's investigation? He was in the U.S., and we can see that thousands of people from Haiti living in the U.S. will lose their status this summer. What do you think about the situation? I think we're underestimating the situation by a lot because it's just getting started, given that there are millions of people that are in this situation in the U.S. The data from Romain Chouet is just about people who come to the border and say, I'm within one of the 4 exceptions. Most of them, they say they have family here, and that's how they can cross the border. But it doesn't tell you all the temporary workers in the U.S. that have understood that they can't stay anymore, that will come to the airport here and try to become citizen here. It doesn't tell you all those who are not crossing at the official points, that are going through a forest and that are trying to stay 14 days in a row to get the same status. So the pressure will be extremely strong. The data that you're seeing this morning is just the tip of the iceberg. And we're in a situation where the government that really sabotaged our immigration system and planification in Quebec, the Liberal government of Justin Trudeau, are really telling us that the Carney government will do more or less the same. And the impact on housing, on services, on the French language, on many aspects could be greater than Roxham that we went through a few years ago. If we look at the numbers just for 2025, it's been like a constant increase since January, like 560 people asked for asylum, like wanted to become asylum seekers going through Saint-Bernard-de-la-Colle. So 560 in January, 755 in February, 1,056 in March, and like just the few first days of April, it's 557. Yeah, but it's going to go higher and higher and higher. If the government in Ottawa holds the same approach than under Trudeau, which is basically to sabotage the border and the rules and to tell on Twitter that everyone is welcome, we're before an unprecedented situation. And I just want to remind that the Parti Québécois has published a very long document on the Century Initiative and on what measures we would put forward. And they are measures that are done elsewhere in the world, but you need a first screening of the vraisemblance of the likelihood of the demand. If you let everybody in as soon as they say, I might be a refugee, that's how you end up from 100,000 temporary to 600 temporaries. And it will go higher and higher. So there are measures in place right now in the world to try to manage this situation and try to distinguish legitimate cases, legitimate demands, from economic immigration. So the instance of a temporary worker in the U.S., he went to the U.S., the person went to the U.S. not saying anything about threats or a situation in their own home country. But now that they know that they will not be able to stay, many of them will come. So those stats are very fragmented. They're fragmented and doesn't give you the whole picture. So we should take this seriously, and we should get answers, clear answers from each federal party within the election right now. Can you summarize a couple of those policy points in the PQ's perspective on how the federal government should curb immigration? So it's important to remind everyone that under Trudeau, we went from a very sustainable and successful model of immigration to a model
where we basically created a crisis in housing, services, and French language. Why? Because Justin Trudeau tweeted, everybody can come to Canada. Organized crime started human trafficking, and we had an unprecedented number of people going through Roxham. They all also rented facilities to donators of the party. Like, it really went wrong in terms of public policy. Not to blame anyone, not to blame people who want to enter the territory, but to blame the Liberals. Mark Carney was the advisor of Justin Trudeau and the founder of the idea of the initiative that wants Canada to get to 100 million citizens is Mark Wiseman, and Mark Carney just named him his advisor. So it tells you that most likely we'll get the exact same policies under Carney than under Trudeau. So we'll get back to the Roxham situation with the difference that the next situation might be much bigger in terms of number of people, given that the Trump policies are concerning millions and millions of people in the U.S. So that's why I said we need to take the federal elections seriously, and the Parti québécois has already proposed a few measures, such as having a first screen at the border to distinguish real cases, genuine and legitimate cases of refugees, from cases that are basically economic immigration that is dressed up as a refugee demand. What do you think of the Justice Minister's desire to have more power to select judges? Well, it looks a lot like asking for federal transfers in healthcare, asking for the full powers in immigration. The CAQ has made demands. All of them were denied by the federal government. So what are the odds that the federal government will use their discretionary power to give more power to Quebec government? If you want an answer to that, just ask Mark Carney whether he is consenting to that demand or not. We'll know it within 24 hours. And I pretty much know the answer already. So unfortunately, it's more communication than realistic demands, I'm afraid. I'd be happy to be wrong, but I mean, we've been through that so many times with the CAQ.